مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في مال المغرب من Washington on Median TV. Thank you as always. Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Je suis Adam Early et je suis toujours très heureux de vous retrouver. Nous avons évoqué dans le cadre de l'épisode la semaine dernière le sujet du premier anniversaire de la signature de l'accord tripartite Maroc, USA, Israël, visant à normaliser les relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et Israël. Cette normalisation a insufflé un élan positif au Moyen-Orient. En fait, les deux pays les plus importants de la région, le Maroc et Israël, coopèrent désormais d'une manière sans précédent dans un certain nombre de domaines. Ils collaborent ensemble pour promouvoir le commerce et les investissements et lutter contre le terrorisme et l'extrémisme. D'ailleurs, les deux pays ont signé dernièrement un certain nombre d'accords importants quant à la sécurité, la coopération scientifique, l'exploration pétrolière, la gestion des ressources en eau, le tourisme et la finance. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous poursuivrons ce sujet sous un angle différent, car il existe certains pays qui ont vivement critiqué l'accord d'Abraham. L'Algérie et l'Iran en particulier ont attaqué le Maroc pour avoir fait la paix avec Israël. Aujourd'hui, nous verrons donc quels sont les motifs de ces attaques, pourquoi autant d'hostilité à des accords de paix et quelles sont les vraies raisons derrière ces réactions. En fait, le Maroc, Bahreïn et les Émirats arabes n'ont fait que suivre la grande majorité des États en normalisant leurs relations avec un pays souverain. Et les opposants à ces accords d'Abraham ont vu s'accroître leur isolement. De ce fait, ils ne cessent de poursuivre leur hostilité contre les signataires de ces accords, tandis que la communauté internationale et les États-Unis ont chaleureusement accueilli les pays qui ont rejoint les accords d'Abraham. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous aurons avec nous un invité distingué. Il devait être avec nous ici sur ce plateau, mais il est actuellement confiné chez lui. Notre invité est le chef adjoint de la mission d'Israël aux États-Unis, Benjamin Krasna, qui a pris ses fonctions à Washington en août 2018. Il a précédemment travaillé pendant 8 ans au siège du ministère israélien des Affaires étrangères, où il supervisait le département de recherche sur l'Asie, l'économie et l'énergie. Benjamin Krasna a également été en poste dans les missions diplomatiques israéliennes en Turquie et aux Pays-Bas, et pendant 5 ans en tant que consul adjoint d'Israël à New York, où il assurait le lien entre Israël et la communauté juive américaine. Bien, mais avant d'entamer le débat avec notre invité, on commence tout d'abord, comme à l'accoutumée, avec notre chroniqueur Georges Landrit. Georges, comment le Maroc bénéficie-t-il de l'adhésion aux accords d'Abraham ? Et pourquoi tant d'hostilité à ces accords de la part de ses ennemis ? Écoutez, de mon point de vue personnel en dehors du Maroc, car les Marocains sont les mieux placés pour donner une meilleure réponse que moi, je pense que clairement, il y a beaucoup d'avantages économiques. Par exemple, nous avons vu des visites d'hommes d'affaires et nous avons vu une augmentation des projets d'investissement dans le Maroc à la suite des accords d'Abraham. Et nous avons vu également des hommes d'affaires d'Israël et des États-Unis qui ont visité le royaume. Oui, c'est vrai, les États-Unis avaient des relations très fortes avec le Maroc, mais elles sont devenues plus fortes encore aujourd'hui. Le royaume est devenu plus proche des États-Unis. Ces derniers savent bien que le Maroc occupe une position de leader et les accords d'Abraham l'ont clairement fait comprendre à ceux qui ne le savaient pas. De plus, les liens du Royaume du Maroc avec l'Europe ont connu des étapes intéressantes à cause des investissements étrangers. Quant au volet militaire et sécuritaire, Sa Majesté le roi Mohammed VI a été très réactif en se servant d'une crédibilité qui était toujours présente. Certaines parties ne l'ont pas réalisé, mais elles ont pris conscience maintenant. Sa Majesté le roi l'a utilisé à bon escient et précisément pour le bien de son peuple.
Je pense que c'est la raison pour laquelle les ennemis du Maroc sont bouleversés, parce qu'ils voient le royaume les laisser dans l'isolement et ils se sentent en colère. De ce fait, ils essaient d'entraver la marche du Maroc et ils espèrent y parvenir, alors que la logique les appelle à se précipiter pour rejoindre les accords d'Abraham afin d'éviter leur isolement. Mais leur tactique contre le Maroc est inutile jusqu'à présent. All right. Thank you, George, for those insights and that introduction. Merci Georges pour Let's cet go to éclairage. the home of, Je me Israeli tourne à Deputy présent Chief vers Mission notre Washington, invité DC, Benjamin Krasner, qui, je Benjamin, rappelle, welcome to se Mal trouve Maghreb in confiné chez lui. It's really an honor and Bienvenue dans pleasure cette to have you émission, as our Benjamin. guest. Let me start by Je asking you voudrais que to nous talk revenions tout about d'abord the sur l'évolution des development relations of maroco-israéliennes Moroccan-Israeli ces relations dernières over the past années, year since the signing qui ont of permis the d'aboutir à la signature de l'accord d'Abraham. What do you see as some of the Quelles sont les highlights, caractéristiques les plus marquantes de ces développements et quelles sont les perspectives pour l'avenir? for future growth? Merci beaucoup, Adam. C'est un grand honneur d'être avec vous aujourd'hui dans le cadre de cette émission à l'aube du rétablissement de nos relations diplomatiques avec le Maroc. Certains ne se souviennent peut-être pas, mais Israël avait un bureau de liaison à Rabat dans les années 90 après la signature des accords d'Oslo et depuis lors nous avons maintenu des contacts très étroits avec le Maroc. Nous sommes aujourd'hui très heureux car il y a un an, nous avons pu reprendre ces relations diplomatiques avec Rabat et je pense qu'il est important de rappeler qu'en faisant cela, nous avons vu aboutir le rétablissement de ces relations compatibles avec les relations qui existaient déjà il y a plusieurs décennies entre Israël, l'Égypte et la Jordanie. J'ai eu l'occasion, Adam, de vous rencontrer récemment à l'occasion de la fête nationale de l'un des pays arabes qui ont signé les accords d'Abraham. Et au cours des 3 dernières semaines, tout ce que nous avons fait ici, c'est célébrer les ambassadeurs de Bahreïn et des Émirats et la semaine dernière avec l'ambassadeur du Maroc ici à Washington. Nous avons vu des réalisations formidables et nous avons rapidement réussi à trouver un énorme intérêt pour le tourisme. De plus, des visites ont été faites de haut niveau, comme la visite du ministre israélien de la Défense et du ministre des Affaires étrangères. Et je pense que ce sont des réalisations énormes et nous sommes impatients d'établir rapidement des relations profondes. You know, the great achievement is getting back to normal, right? La plus grande réussite est la normalisation des relations. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où avoir des relations normales est devenu presque insolite. Et lorsque nous revenons à cette situation, c'est déjà une victoire. Ce que le Maroc et Israël ont fait est juste de rétablir cette normalité. Cette remarque est très importante car il y a des pays dans la région qui n'aiment pas voir se développer des relations normales entre amis. You know, I guess there are some countries who don't want to see normal relations between friends in the region. And you know, in particular, Je fais là référence à l'Algérie en particulier, qui a attaqué l'accord d'Abraham d'une manière très inamicale. L'Algérie a rompu ses relations avec le Maroc à la suite de la visite du ministre israélien des Affaires étrangères au Maroc. Cela vous inquiète-t-il? Je ne parle pas seulement de la réaction algérienne. D'autres pays ont fortement critiqué l'accord d'Abraham. Quelle est la meilleure façon de faire face à une telle attaque? Honnêtement, nous attendons avec impatience que davantage de pays arabes rejoignent les accords d'Abraham, mais je pense que la dynamique qui a prévalu dans la région au cours de l'année écoulée est le meilleur moyen d'inclure davantage de pays, après avoir vu la rapidité avec laquelle les relations d'Israël avec les pays signataires se sont développées. L'afflux soudain du tourisme, les accords commerciaux, les réunions de haut niveau et les réunions consultatives sur les sujets sensibles. Ce qui se passera, c'est que d'autres pays arabes examineront tout cela et prendront la décision en fonction de ce qu'ils considèrent comme des avantages et de la façon dont cela servira à leur peuple, leurs intérêts stratégiques et leur capacité à rejoindre les pays qui partagent une vision sur la façon de faire face aux menaces collectivement et saisir les opportunités au profit de leur population. Les peuples arabes devront aussi se décider et envoyer des messages à leurs dirigeants
pour savoir si l'adhésion est bénéfique et permet de faire avancer les intérêts nationaux. Ces peuples ont donc la possibilité de chercher un moyen d'adhérer, et bien sûr chaque État a ses propres intérêts, mais au final c'est la dynamique qui prévaut qui tracera la voie à suivre. C'est un point très intéressant que celui des discussions que vous avez eues et dont nous ne sommes souvent pas au courant. D'après vous, d'autres pays pourraient-ils suivre l'exemple du Maroc, celui de la normalisation des relations diplomatiques avec Israël? Nous pensons que c'est une possibilité et nous pensons et comprenons d'ailleurs que cela puisse prendre un certain temps. Chaque pays arabe a ses intérêts et donc chaque partie demandera une interaction adaptée à sa situation par le biais d'un dialogue avec nous en faisant part de ses préoccupations. Je vous parle d'un dialogue franc sur nos intérêts et nos préoccupations au fur et à mesure que nous progresserons dans ce domaine. Un dialogue sur comment servir notre sécurité et nos opportunités économiques et sur comment construire une relation normale entre les deux peuples. Sans cela, il sera difficile de maintenir ces relations. Je m'attends à ce que dans les années à venir, tout pays arabe puisse y parvenir. Bien sûr, il est un pays qui n'a aucun intérêt à normaliser ses relations avec Israël. Je pense à l'Iran, qui voit le Maroc et Israël comme une menace. Nous le voyons parrainer des organisations armées telles que le Polisario, le Hezbollah, tenter d'intervenir en Afrique et soutenir le Hamas. Tout cela augmente la difficulté de parvenir à la paix au Moyen-Orient. L'Iran et ses organisations terroristes compliquent la donne pour tout pays qui souhaite une normalisation avec Israël. Alors quelle réponse le Maroc, Israël, les États-Unis et d'autres amis de la paix peuvent-ils apporter aux tentatives iraniennes de déstabilisation de la région? Nous écouterons votre réponse juste après une courte pause. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Avec nous aujourd'hui, Benjamin Krasna, chef de mission adjoint de l'ambassade d'Israël à Washington, qui nous parle de l'apport des accords d'Abraham et des défis et perspectives qui en découlent. Avant la pause, je lui demandais comment réagir face à l'hostilité affichée par l'Iran et l'Algérie à cet accord d'Abraham et au processus de paix dans son ensemble. Benjamin Krasner, la parole est à vous. Merci d'avoir soulevé ce point, Adam. Il est important pour nous de comprendre l'influence de l'Iran et les menaces que représente Téhéran au niveau de la région, car la question n'est pas seulement liée au dossier nucléaire, mais également au terrorisme, à l'extrémisme et les attaques de drones. D'ailleurs, de nombreux pays partagent cette vision avec les États-Unis. Je pense qu'il faut revenir en arrière pour se rendre compte que les relations n'étaient pas comme ça. Il y a 42 ans, et avant le déclenchement de la révolution iranienne, il y avait une relation forte et prospère entre Israël et l'Iran. Et il n'y avait pas de problème entre Israël et le peuple iranien. Mais le problème vient des activités iraniennes et de ce que l'Iran cherche à faire par ses alliés comme le Hezbollah et son soutien au Hamas. L'Iran continue de nier l'Holocauste dans lequel les Juifs ont été exterminés et pratique son antisémitisme et cherche même à détruire Israël. Elle continue sa course pour se doter d'armes nucléaires pour atteindre cet objectif. Ce que l'Iran a déclaré, franchement, et c'est la préoccupation israélienne au sujet de l'Iran. Cette préoccupation ne se limite pas à Israël, mais c'est une préoccupation dans la région tout entière. La façon d'y faire face est d'abord d'établir une dissuasion contre l'Iran et de montrer que nous ne permettrons pas à Téhéran de contrôler la région. Nous allons développer nos relations et voir nos économies prospérer et profiter des avantages de la paix et de la normalisation qui profiteront au peuple des pays signataires.
Le peuple iranien verra et j'espère qu'à un moment donné, il dira quelle est la voie à suivre pour libérer l'Iran. Mais jusqu'à présent, le régime extrémiste en Iran poursuivra sa quête d'armes nucléaires, ce qui est très dangereux. Nous devons tous y faire face et je pense qu'une partie de la base qui nous a permis de conclure les accords d'Abraham est le fait que nous comprenions les opportunités et les meilleurs moyens disponibles pour faire face aux menaces d'une manière commune et sous plusieurs formes de dialogue. Well, I think that was very well said, Benji. And you talked about Certes, comme vous deterrence, venez de le dire, right? Benjamin, Which is la discussion est l'un des moyens les plus efficaces. Cela nous amène au volet de la coopération sécuritaire et militaire entre Israël et le Maroc. Les ministres de la Défense des deux pays, comme vous savez, ont signé un accord important, le premier du genre qu'Israël ait signé avec un pays arabe. Quels sont les effets possibles de cette dynamique issue de l'accord signé récemment à Rabat? Écoutez, la visite a été chaleureusement accueillie, aucune partie n'a tenté de la dissimuler. Le ministre israélien de la Défense est arrivé à Rabat, capitale d'un grand pays, pour effectuer cette visite. Je pense que les gens ont été surpris de la distance géographique entre le Maroc et Israël et se sont interrogés sur les convergences. Il est important de réaliser qu'il y a deux côtés quant à la convergence. Tout d'abord, Israël et le Maroc qui surplombent la même mer qui est la Méditerranée, une zone qui nécessite une sécurité et une coopération continue, après avoir vu l'expédition de marchandises illégales et d'armes interdites à travers la Méditerranée. Il y a donc beaucoup de choses qui nécessitent une coopération entre les deux pays, ainsi qu'avec des pays qui ont les mêmes intérêts. Et nous devons également vraiment comprendre quelles sont les préoccupations et comment nous devons collaborer ensemble pour traiter certaines de ces préoccupations. Il s'agit d'une vision stratégique, Benjamin, qui aide à rendre les choses plus faciles. Passons à un autre point cher à de nombreux Marocains et au roi Mohamed VI, qui est le président du comité Al-Quds et en tant que tel, qui est soucieux de soutenir la paix entre Palestiniens et Israéliens. Comment, tout d'abord, l'accord d'Abraham peut-il contribuer à atteindre cet objectif et comment le Maroc, de par sa position dans le dossier d'Al-Quds, al-Sharif, peut-il encourager les Palestiniens à s'asseoir à la table des négociations? Adam, vous avez évoqué le rôle important que le Maroc a joué historiquement et ce que Sa Majesté le Roi a fait. Je crois que l'un des principaux piliers sur lesquels nous sommes d'accord est certainement la liberté de culte, la liberté de conviction et la tolérance religieuse. D'ailleurs, le nom qui est devenu un cadre pour les nombreuses activités est celui du prophète Abraham, parce qu'il est le père des religions célestes dont la capacité de l'utiliser comme lien entre nous montre qu'il ne s'agit pas de conflit ou de tension, mais plutôt d'un lien que nous partageons pour permettre la liberté de culte et la liberté de croyance et qui nous aide également à établir des liens entre nos peuples. Comme vous l'avez mentionné au début, j'ai vécu une merveilleuse opportunité de 3 ans lors de mon premier poste de diplomate en Turquie et je n'ai eu aucun problème avec la liberté de croyance et la manière de travailler ensemble pour atteindre la tolérance et la compréhension religieuse, contrairement à l'extrémisme que l'Iran essaye de promouvoir en disant que nous devons être en conflit. Et c'est tout le contraire de ce en quoi nous croyons et de ce en quoi croit le Royaume du Maroc. Very well said, Benji. Building on that idea, this Bien, Benjamin, sur la base de l'idée de valeur et de compréhension mutuelle, j'ai rappelé au début de cette émission
que vous aviez assuré dans le cadre de votre mission diplomatique à New York le lien entre Israël et la communauté juive américaine. Et comme vous le savez, le nombre de Juifs originaires du Maroc est supérieur à celui de n'importe quel pays arabe. Il y a des millions d'Israéliens d'origine marocaine. Je voudrais connaître votre avis sur ce dénominateur commun entre Israël et le Maroc, cette communauté qui contribue à renforcer les relations entre les deux pays. Excellente question, Adam. Ça représente clairement l'unité, l'histoire et l'héritage culturel que partagent les membres de la communauté juive marocaine en Israël. Ça représente aussi l'opportunité pour eux de retourner au Maroc et de voir les endroits où les parents ont grandi et dont ils ont entendu tant d'histoires et le rôle énorme qu'ils ont joué dans l'histoire juive, l'éducation, la médecine, la science et la technologie. Le Maroc était une terre où les communautés juives ont prospéré et je pense que ça a généré beaucoup d'enthousiasme. Israël a également bénéficié de la cuisine et de la musique marocaine. Le lien culturel était d'une grande importance dans l'établissement des liens et dans la promotion de la compréhension. Et nous l'avons vu dans le flot de tourisme au Maroc. Il était intéressant que la plupart des Marocains qui sont venus en Israël puissent retracer leurs racines dans les années où ils ont quitté le Maroc, c'est-à-dire les années 40 ou 50 et peut-être au début des années 60. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'ils amènent leur deuxième et troisième génération à voir par eux-mêmes des histoires de gloire tout en étant liés à leurs racines culturelles. Et c'est une importance vitale pour l'identité d'Israël qui comprend un pourcentage élevé de Juifs dont l'héritage remonte au Maroc. Une dernière question, Benjamin, avant de rendre l'antenne. J'aimerais connaître votre opinion sur le rôle des États-Unis dans tous ces développements et sur la manière dont ils peuvent faire avancer l'accord d'Abraham, sur la volonté de Washington d'aider et de défendre les signataires de cet accord. Écoutez, je suis intimement convaincu que l'administration américaine a joué un rôle important et continue toujours de le jouer en tant que sponsor, soutien et pays qui comprend les besoins des deux pays lorsqu'ils demandent un soutien ou une certaine réalisation au niveau régional. Les pays de la région devront prendre des décisions pour eux-mêmes en fonction de leurs intérêts et opportunités qui s'offrent à eux, et nous le faisons ici de manière accélérée avec les pays qui ont signé l'accord d'Abraham il y a un an. Je pense que l'administration américaine, après les élections, a montré qu'elle soutenait pleinement la relation en réalisant son importance stratégique et en réalisant les avantages qui servent les intérêts stratégiques américains. Et c'est la voie à suivre. Je dirais même publiquement que nous avons parlé avec les États-Unis au sujet de toutes ces relations et d'autres possibilités afin de développer de nouvelles relations. Very exciting, very encouraging, very positive. Thank you, Benji, for taking the time to join us. I hope you're still COVID negative. Merci Benjamin d'avoir partagé avec nous votre vision sur ces questions. Merci pour votre temps et j'espère que votre test de coronavirus sera négatif. J'ai hâte de vous voir bientôt. Nous avons pu faire le point aujourd'hui sur ces accords d'Abraham et leur impact sur Israël, le Maroc et la région. Je conclurai en partageant le point de vue de Benjamin Kastner, à savoir que cet accord prend en compte les intérêts des signataires, les aide et a de nombreuses retombées positives. Il est absolument clair que le Maroc, Israël et d'autres pays estiment que la normalisation des relations diplomatiques
commerciale, scientifique et la coopération militaire renforcent leur défense, les aident à développer leur économie et à les relier au reste du monde de manière plus rentable et aussi plus stable. Et c'est pourquoi le Maroc a rejoint l'accord et d'autres pays le feront sans doute à l'avenir. Pour cette même raison, des États comme l'Algérie et l'Iran voient cet accord comme un danger qui les isole encore un peu plus et accentue leur retard vis-à-vis des autres. Ils pensent qu'il est préférable de freiner le progrès plutôt que de le rejoindre. Mais les peuples du Moyen-Orient partagent dans une large mesure la tolérance, la compréhension et la marche de l'histoire. Et cela est clair entre Israël et le Maroc. Un jour, sans doute, les Palestiniens rejoindront-ils eux aussi cet accord, car il est clair que l'intention et le désir de tous les amis de la paix est de régler ce conflit de longue date, et j'espère que les accords d'Abraham y contribueront. Je tiens à remercier notre chroniqueur Georges Landwitz. Merci également à l'ambassade d'Israël à Washington pour sa contribution à la réalisation de cet entretien. Et merci à vous, Benjamin Krasner, pour avoir partagé avec nous votre temps et votre vision. Merci à vous pour votre attention. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2022. À très bientôt.